Alors bonjour, merci pour votre accueil. C'est vrai que la question de l'hébergement est centrale dans la prise en charge des personnes consommatrices de drogue. C'est vrai que la question de l'hébergement d'urgence, donc le passage est un acteur parmi d'autres partenaires d'hébergement d'urgence. Nous ne sommes pas les seuls à accueillir des personnes usagères de drogue, simplement qu'on a décidé avec l'Armée du Salut, avec les équipes de terrain, de pouvoir se questionner sur les besoins spécifiques des personnes sans-abri qui sont sur notre territoire genevois. Et c'est vrai que depuis déjà un certain nombre d'années, l'Armée du Salut, au lieu historique, le chemin Galif, pour ceux qui l'ont connu, l'accueil de nuit, un petit baraquement en bois qui a finalement accueilli les premiers sans-abri sur le canton de Genève, a toujours accueilli des personnes en grande fragilité, avec des problématiques bien évidemment aussi de consommation, d'addiction et aussi de santé mentale extrêmement fragile. Comme vous le savez, le chemin Galif, on l'a quitté. On l'a quitté en 2021. On a fermé les portes de ce lieu après plus de 30 ans d'activité. Donc l'Armée du Salut a quitté le square Galif. Et nous sommes partis sur un autre quartier qui n'est pas loin de la gare, qui est le quartier de Sécheron et qui est le Passage, qui est le nouvel hébergement de l'Armée du Salut, qui a ouvert donc en novembre 2021. Donc on arrive bientôt à 3 ans d'activité. Et dans ce lieu, nous avons essayé de répondre au mieux aux besoins avec les différents partenaires sociaux, sanitaires, de l'État, à l'accueil des publics. Donc on a pris la décision d'accueillir uniquement des hommes seuls dans ce dispositif, des hommes seuls sans abri avec des problématiques diverses et variées, et aussi un autre public qui sont les mineurs non accompagnés qui ne relèvent pas de l'asile. Donc ça, c'est aussi un public sans abri et un mandat qu'on travaille en étroite proximité avec le département d'instruction publique. Donc moi, on va vraiment cibler l'axe sur donc l'hébergement d'urgence comme un acteur d'un réseau décloisonné. On a voulu le nommer comme ça avec ma collègue. C'est-à-dire que depuis quelques années, on s'est rendu compte que les pratiques de terrain ont dû fortement évoluer quant à la prise en charge du public consommateur, qu'il était très présent dans notre lieu. Donc on a 62 places d'hébergement d'urgence dans ce lieu. Donc c'est un lieu collectif avant tout, avec des chambres doubles, voire triples. Donc ça demande aussi aux personnes accueillies de devoir s'adapter à un contexte qui est celui du passage. Et on a décidé de travailler sur l'accueil de publics spécifiques, et plus particulièrement avec l'association Première Ligne des usagers de drogue. Donc c'est vrai qu'on a peut-être quand même un historique, parce que ces discussions, elles ont commencé bien avant l'ouverture du passage, donc en 2017, avec l'ancienne direction de Première Ligne et d'autres partenaires. On avait déjà réfléchi à comment accueillir ce public au mieux sans être maltraitant. Je crois que j'ai envie de le nommer aussi, parce que je pense que l'hébergement d'urgence est parfois dur avec les personnes que nous accueillons, avec des règles, des contraintes qui doivent être respectées, parce que chaque institution a un cadre institutionnel avec des règles, avec une équipe de professionnels qui doit aussi évoluer sur le terrain et qui doit aussi pouvoir se sentir en sécurité quand ils travaillent. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi des questions qui nous occupent et nous préoccupent dans l'hébergement d'urgence. Donc on a beaucoup discuté aussi sur à l'accueil de nuit. À l'époque, on accueillait déjà ce public et on essayait d'adapter notre accueil pour ce public-là. Et puis en mai 2022, concrètement, alors c'est vrai que ça a été évoqué, la crise, le Covid a vraiment changé nos pratiques. C'est clair que ça a été une opportunité. Ça a été évoqué au tout début de cette rencontre, que le Covid a été une opportunité pour développer aussi d'autres types d'accueil. Et pour l'hébergement d'urgence, en ce qui concerne l'Armée du Salut et le passage et l'accueil de nuit, ça a clairement modifié nos pratiques, puisqu'on n'était plus seulement dans un accueil de nuit, mais un accueil H24, avec des professionnels qui travaillaient aussi H24 et plus seulement la nuit. Donc un accompagnement aussi qui a évolué
Et puis quand on a ouvert le passage, bien évidemment, le partenariat s'est intensifié avec l'association Première Ligne. On a décidé de mettre à disposition des lits qui sont financés par l'association Première Ligne à leur disposition. Donc c'est aussi une évolution dans nos pratiques. C'est plus nous qui décidons qui on accueille dans notre structure, mais c'est l'association Première Ligne qui va pouvoir gérer ces lits qu'elle finance. Et nous, professionnels de terrain, on va accueillir ces personnes et les accompagner dans leur quotidien en partenariat avec l'association. Donc, comme vous pouvez le voir, en 2022, on a commencé avec un projet pilote avec 3 lits. Et puis, entre 2023 et 2024, avec tout ce qui s'est passé, avec les différents plans qui ont été élaborés, aujourd'hui, on a 9 lits pour des personnes usagères de drogue. Donc, on est dans un, je tiens à le préciser, c'est qu'on est dans un hébergement d'urgence entre la mise à l'abri immédiate et, on va dire, on tend vers une stabilisation, parce que je souhaite qu'on reste modeste, parce qu'on est sur des séjours aussi qui varient en fonction de l'accompagnement qui est proposé avec l'association Première Ligne. Donc là, on est aussi sur des durées de séjour qui peuvent varier. Donc c'est clair que ça aussi, voilà, on apprend tous les jours à travailler et à décloisonner. C'était aussi cette volonté de pouvoir parler de décloisonnement, de faire tomber les murs et d'accepter en fait que d'autres partenaires viennent travailler dans notre structure, viennent questionner nos pratiques, qu'on travaille ensemble avec les personnes concernées, pour les personnes concernées. Et ça, c'est vrai que, voilà, il a fallu aussi que les collaborateurs de terrain acceptent parfois certaines remarques, certaines remises en question. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment très important qu'on puisse vraiment travailler ensemble. On l'a évoqué, de travailler ensemble, qu'on se serre les coudes pour réellement répondre aux besoins spécifiques des personnes sans abri sur notre territoire. On a aussi, dans ce décloisonnement, la présence hebdomadaire du CAPARV. Donc moi, ça fait quand même maintenant un certain nombre d'années que je suis aussi sur le terrain et dans le domaine. Et c'est vrai qu'il y a une époque, c'était chacun dans son silo, chacun dans sa maison. Puis, voilà, aujourd'hui, on est de nouveau dans une tendance où on est OK de bosser ensemble parce que on voit qu'il y a des effets très positifs aussi sur les personnes concernées. Donc, on a cette permanence hebdomadaire. Et puis, on ne l'a pas évoqué là, mais il y a aussi la présence de la CAMSCO, mais maintenant nouvellement l'UMSCOM, qui est aussi présente une fois par semaine dans nos lieux, qui est aussi très importante, parce que bien évidemment qu'on a 9 places dédiées pour Première Ligne, mais les autres places sont aussi dédiées à des personnes sans abri, qui évoluent dans le réseau et qui fréquentent aussi probablement Première Ligne et d'autres structures d'hébergement d'urgence. Donc en fait, on ouvre nos portes réellement pour qu'il y ait un impact vraiment positif sur les personnes. Et puis juste dans la prise en charge globale, donc Première Ligne, il y a des lignes qui sont très claires. Donc Première Ligne, elle est référente des personnes accueillies, elle gère la durée des séjours et elle a l'accompagnement socio-sanitaire et administratif. Et puis le passage, on est dans l'accueil, parce que c'est notre mission fondamentale, c'est d'accueillir les gens, et c'est avant tout ça. C'est l'accompagnement au quotidien, c'est de pouvoir être à l'écoute, mais bien évidemment aussi de gérer la vie en communauté, parce que bien évidemment, comme vous le savez, c'est pas le monde des bisounours. D'avoir 62 personnes dans une structure d'hébergement d'urgence, c'est conséquent. C'est plus du tout la tendance vers laquelle on va. On va plutôt dans des structures beaucoup plus petites, avec de l'accompagnement plus spécifique, etc. Voilà, en 2000, le projet a mis un certain nombre d'années à se réaliser. Et puis en l'occurrence, aujourd'hui, on a 62 hommes en situation de sans-abrisme au passage. Ça se passe globalement très bien, avec des hauts et des bas, des adaptations, et une évolution sur les pratiques professionnelles qui est vraiment très importante, parce que c'est un public aussi, je pense qu'on ne l'a pas mentionné, mais qui fait peur. En tant que professionnel, on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer au quotidien et dans l'intimité, j'insiste là-dessus aussi, parce que dans un hébergement d'urgence, on est aussi dans l'intimité des gens, dans un collectif, il y a aussi cette intimité-là et on passe énormément de temps avec les gens. Donc voilà, il y a aussi toute la vie communautaire qui est importante.
Je vais céder la parole à Nadia qui va rentrer plus sur le contenu du travail qui est fait. Alors, bonjour à tout le monde. Du coup, ouais, moi, je vais rentrer un peu plus en détail concernant le travail au quotidien et comment ça se passe, la collaboration avec l'équipe du pôle de valorisation du CNEF. Alors, il y a vraiment un échange, une communication au quotidien. On échange beaucoup, on s'appelle, on s'envoie des mails, il y a des points de situation hebdomadaires qui sont faits. Il y a un collaborateur, normalement c'est David du CNEF, qui vient une fois par semaine chez nous pour faire justement un point de situation des personnes, des 9 personnes qu'on accueille et qui sont envoyées par première ligne, typiquement les durées du séjour, les éventuelles problématiques s'il y en a, ou des points sur le suivi de la personne. Il y a aussi l'infirmière qui vient une fois par semaine et les autres travailleurs et travailleuses sociaux et sociales qui font les accompagnements et les rendez-vous carrément au passage. Donc c'est aussi peut-être des fois une volonté de s'éloigner du CNEF. Donc les personnes du CNEF, les travailleurs du CNEF viennent au passage et rencontrent les personnes au passage pour discuter des démarches, pour faire un point de situation. Donc vraiment une présence chez nous au quotidien assez souvent. Il y a une transmission qui se fait au quotidien. Nous, chaque matin, on leur envoie un email en disant il s'est passé ça, la telle personne était absente. S'il y a des difficultés, on demande aussi un soutien parce que cette ouverture, ce qui est chouette, c'est que chacun amène ses expertises, son domaine de compétences. Donc nous, on est compétents et experts par rapport au logement, mais les collaborateurs du CNEF, ils ont une expertise que nous, on n'a pas forcément. Et du coup, comment l'importance aussi de leur dire, venez ici, on voit la personne ensemble. Et il y a un travail aussi autour de la déstigmatisation de la consommation qui est importante, parce que comme Valérie disait justement, les cadres des hébergements d'urgence normalement font que les personnes souvent se auto-excluent parce qu'il y a des horaires à respecter, il y a des injonctions à respecter. Donc voilà, comment on peut nuancer aussi les sanctions, parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y aura pas de consommation dans la structure, malgré le fait que ça soit interdit, on sait très bien qu'il y aura toujours de la consommation. Donc comment, quand il y a des situations où il y a du matériel qui traîne, ou comment aussi la personne qui partage la chambre est affectée, confrontée à cette problématique, comment on gère ça? Donc voilà, l'importance de rappeler et de faire venir aussi les gens du CNEF pour discuter ensemble de tout ça. Ensuite, alors moi j'ai un rôle moi je suis assistante sociale en structure, mais les personnes ne sont pas forcément obligées à me rencontrer. Mais voilà, je suis un peu aussi en support au cas où il y a besoin aussi de notre côté de faire des attestations ou autres. Et puis il y a depuis qu'on a commencé ce partenariat, on a eu aussi la volonté de les inviter à participer à nos colloques, une partie de notre colloque, parce que c'est important aussi pour le reste de l'équipe de pouvoir échanger avec eux, de discuter de ce qui est important, de ce qui se passe dans ce moment. Et puis, comme l'a dit aussi Valérie, et comme ils l'ont dit aussi, il y a soit Juliana, soit Carla qui viennent intervenir une fois par semaine. Et ça, c'est aussi chouette parce que voilà, c'est cette ouverture qui a une plus-value dans le travail, dans notre travail. Et puis, cette ouverture, ce décloisonnement, a forcément un impact sur les pratiques professionnelles de tout le monde. Nous, on met un accent vraiment sur l'accueil et on met beaucoup d'efforts pour faire en sorte que les personnes se sentent bien accueillies et que leur séjour se passe au mieux. Et ça, du coup, ça nous oblige à s'adapter, comme elle le disait Valérie, à leurs besoins et à leur style de vie. Et ça nous oblige à être souples et tolérants. On a un cadre, on a un haut seuil de tolérance au passage, qui nous permettent aussi de héberger ces personnes, de pouvoir essayer de les accompagner au mieux. Donc on ne peut pas ne pas être souple et tolérant avec ce public.
Voilà, l'importance du coup du décloisonnement, du fait qu'on héberge des gens, mais c'est pas nous qui décidons le séjour, il est de camp à camp, sauf en cas de violence extrême, si on exclut quelqu'un, mais bon, disons que c'est pas à nous de décider ça. Et puis, la collaboration avec l'équipe du Quai Neuf, ça nous amène justement, comme Valérie disait, à échanger aussi sur nos pratiques, à mettre en discussion certaines choses, certains aspects, échanger sur les limites aussi, sur les enjeux de la consommation. Chez nous, c'est interdit, mais du coup, voilà, on ne va pas exclure quelqu'un parce qu'on a trouvé une seringue qui traîne. On va essayer d'aborder le sujet, comment on en discute, comment on trouve des manières pour que la personne puisse respecter notre cadre et que voilà, ça soit aussi compréhensible pour nous en tant qu'équipe d'un centre d'hébergement qui n'est pas forcément habitué à être confronté avec... Enfin, on avait déjà des consommateurs, parce que même avant le partenariat, on avait des consommateurs. Mais voilà, maintenant, on s'adapte et on essaie d'échanger nos pratiques pour pouvoir déstigmatiser, qu'on puisse parler ouvertement et trouver des manières pour, voilà, on discuter ensemble et leur faire comprendre aussi pourquoi, pour nous, c'est important qu'il y ait ces cadres. Et puis, forcément, les équipes ont besoin d'être formées pour connaître les différents produits, parce qu'il n'y a pas tout le monde dans l'équipe qui connaît forcément qu'est-ce que c'est un produit, comment on le consomme, quelles sont les conséquences, à quoi ressemble une pipe à crack, ou j'en sais rien, enfin tout le matériel. Donc c'est important pour nous aussi d'être sensibilisés à ça, d'être formés, de savoir connaître un peu en détail. Et puis aussi d'être formés à tout ce qui est premier secours. Parce qu'on sait très bien que voilà, quand il y a de la consommation, les risques, c'est aussi qu'il y ait des situations un peu compliquées. Et comment on fait face à tout ça. Voilà. Et puis peut-être, j'ajouterais à ça justement, c'est aussi d'être confronté à la mort. C'est des choses peut-être qu'on évoque peu dans nos pratiques professionnelles, mais on a été confronté à la mort au passage récemment d'un monsieur qui avait probablement surconsommé. Alors on n'a pas non plus les détails de l'autopsie, mais on a été confronté réellement aussi à la mort dans notre hébergement d'urgence récemment, ce qui a aussi énormément déstabilisé les équipes. Sur voilà, toute la question justement des gestes, finalement des intuitions que certains collaborateurs ont pu avoir et qu'ils n'ont pas forcément mis en pratique parce que peut-être peur de trop décider pour la personne, etc. Appeler les secours, pas les secours, comment le 144 aussi nous reçoit quand on annonce certaines choses par rapport à un bénéficiaire. Donc il y a aussi toutes ces questions-là. Donc vraiment, je crois que dans l'hébergement d'urgence, il y a vraiment ce questionnement aussi de comment accueillir les publics spécifiques. Je pense qu'aujourd'hui, on doit vraiment travailler sur ces questions-là. Parce que oui, on a des hébergements d'urgence, ça a été évoqué tout à l'heure. On a aujourd'hui 500 places d'hébergement sur le canton. De mise à l'abri immédiate, il y en a uniquement 176. Et puis on a bien évidemment voilà, un manque de place, ça c'est une réalité. Et puis j'aimerais aussi souligner le fait qu'on parle souvent, tout à l'heure on a évoqué le concept du housing first, mais en français du logement d'abord, qui est un concept bien évidemment extrêmement tendance et qu'on essaie toutes et tous de mettre en œuvre, mais ça répond à un besoin de personnes qui ont des droits sur le territoire. Et c'est des personnes qui ont des droits sociaux sur le territoire. Et la plupart des personnes qu'on accueille dans nos structures d'hébergement d'urgence, et aussi parmi les usagers de drogue, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de droits sur le territoire. Donc comment on prend en charge aussi ces personnes qui n'ont pas de droits et qui ont droit à la dignité et au respect? Et ça, c'est, je pense aussi, quelque chose de fondamental. Oui, il y a des aspects financiers, bien évidemment, mais si on veut prendre soin de notre population et des occupants du territoire qui sont sans droit, je pense qu'on doit travailler en amont et ouvrir aussi des places d'hébergement d'urgence spécifiques pour ce public-là, parce qu'on doit aussi pouvoir avoir une vision d'avenir. Et j'aimerais aussi souligner le fait que nous manquons aussi de structures d'accueil de jour, d'accueil de jour, mais d'accueil de nuit aussi. Je pense que c'est des réflexions
que nous devons aussi mener ensemble sur l'espace public. On parlait de l'aménagement de l'espace public, mais comment on a aussi des accueils de nuit pour accueillir les personnes usagères de drogue, voilà, à prendre un café la nuit, à se mettre à l'abri, à se mettre en sécurité, à trouver une oreille attentive. Eh bien, je pense que le concept que peut-être certains d'entre vous connaissent de halte de nuit, c'est des concepts à creuser parce que je pense que ça répond aussi à un besoin. Et bien évidemment, toutes ces réflexions aussi qu'on mène, hein, et puis où on est aujourd'hui avec les différents partenaires, j'aimerais aussi évoquer qu'on s'inspire aussi de concepts qui fonctionnent déjà ailleurs, en Suisse, mais aussi en France, parce qu'en fait, on n'invente pas la roue. Hein. Enfin, je veux dire, on a beaucoup été s'inspirer dans une association qui s'appelle Abège Solidarité à Lille, qui nous a beaucoup amené de réflexion aussi justement sur la prise en charge des personnes usagères de drogue. Donc je pense que c'est aussi très important de pouvoir aller s'inspirer de ce qu'on fait les uns les autres à Genève, parce que je pense qu'on a un vivier associatif énorme et qu'on a des compétences énormes. Mais je pense que c'est bien aussi voilà, d'aller au-delà des frontières cantonales, mais aussi finalement en France, et puis si on a la chance d'aller aussi ailleurs en Europe pour s'inspirer de concepts qui fonctionnent et qui font leurs preuves et qui ont un impact réellement positif pour les personnes sans abri et usagères de drogue. Voilà. Merci.